là là, qu'est-ce que j'entends? Ouh là là, mais ne serait-ce pas Ouh là là radio? Mais oui, bonsoir et bienvenue sur Ouh là là radio, la radio éphémère qui prend le temps d'un détour par le Sahara, le temps d'une soirée en direct et en public du bar 61 dans le 19e arrondissement de Paris. Une radio exceptionnelle pour un événement exceptionnel, puisque nous sommes ici pour parler du Sahara et célébrer la nouvelle exposition de photos Ouh là là, le Sahara, de mon camarade, le documentariste et photographe Arnaud Contreras. Salut Arnaud. Salut Christophe. Bienvenue dans ton émission. On va être ensemble pour à peu près 1h, 1h30 d'émission, en live. On va être ensemble pour 1h, 1h30 d'émission, on verra, on n'a pas trop de contraintes, peut-être 50 minutes, peut-être 15 si on n'a plus rien à dire. Ce sera aussi à retrouver en replay sur YouTube. On va faire de la radio assez artisanale, bricolée, rafistolée, en direct à l'ancienne, quoi. Comme on aime la faire, mais diffusée en mondovision de Tombouctou à Niamey, du Sahara occidental à la Libye. Et nous allons être accompagnés pendant toute l'émission à la réalisation par Simon de Creuse, s'il vous plaît. Ouh là là, Simon de Creuse. Ouh là là, Simon de Creuse. Et nous allons aussi être accompagnés pendant toute l'émission d'un grand témoin, d'un invité fil rouge qui va nous accompagner. C'est Moussa. Tu as invité Moussa, tu nous le présentes? Alors Moussa, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au bord d'une piscine à Niamey, dans le cadre d'une exposition encore. On se connaît depuis un bout de temps, une dizaine d'années, quinzaine d'années même. Moussa, t'as joué avec les plus grands noms sahariens, avec Corey qui est dans la salle, on peut l'applaudir, donc qui est notamment le batteur de Bambino, qui va nous rejoindre peut-être tout à l'heure, on va voir, en fonction de Xavier. Voilà. Moussa, t'as aussi créé l'un des premiers studios d'enregistrement à Niamey. Donc ça fait 6 ans en fait que tu te bats pour l'existence de ce studio, malgré les coups d'État, les recoups d'État, les 15 coups d'État, mais tu tiens. Et tu habites maintenant entre Brest et Niamey. Voilà, je vais te laisser, on peut peut-être laisser tout simplement Moussa s'exprimer par son meilleur moyen, savoir sa guitare. Donc on te laisse introduire cette émission, je sais pas comment on appelle ça. Une émission un bordel. Voilà, ce oulala, quoi. Ce oulala, quoi. Donc on te laisse, Moussa, introduire.
Kidjate Moussa Albadé, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, en live ce soir. Moi, j'avais une première question déjà, c'est qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson en fait? Qu'est-ce que ça raconte? La chanson, elle s'appelle Sdjara de Dunia, qui veut dire je viens d'un peuple que j'aime beaucoup. Elle raconte en gros en fait la vie des nomades dans le désert, comment ils se déplacent et surtout comment ils arrivent à avoir l'eau parce que c'est la chose la plus difficile à avoir. Alors, vous l'aurez compris, dans cette émission, on va entendre de la musique, on va avoir des invités en plateau, des invités par téléphone aussi, en direct du Sahara, et on va se poser une question simple, c'est comment ça va le Sahara, ce 21 mai 2025 alors j'avais écrit 19h30, mais on a commencé en retard, donc à 20h, comment ça va, voilà. Arnaud, on nous écoute ce soir dans le 19e arrondissement de Paris, mais on nous écoute aussi dans le Sahara, en direct. Est-ce que tu as des potes à saluer sur place? Je dis bonjour à Mohamed. Ok. Moussa, tu as des messages à passer, des saluts? Je salue tous les copains, spécialement Cory qui est là, qui ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on était collègues du même groupe, et aussi à tous les copains musiciens. Alors, pour décrire juste le petit dispositif, donc on est dans une pièce au 61, dans le 19e arrondissement, dans un bar. Au fond d'un bar, Moussa a simplement installé son ampli à pile sur une table, Corey est à côté sur un tabouret. À l'ancienne, à la saharienne, c'est comme ça que ça se passe au Sahara. Alors peut-être pour commencer, oulala le Sahara, oulala la radio, oulala le Sahara. Pourquoi oulala le Sahara, Arnaud? Alors oulala le Sahara, tout simplement parce que dans la conversation, à chaque fin de coup de fil ou de vocal, les copains disaient d'habitude mais demain ça ira. Et ça fait un an et demi que quand j'ai des potes au Sahara, ils me disent oulala le Sahara. Et je sais jamais ce que ça veut dire. Si c'est positif, oulala c'est tellement génial, ou oulala c'est la merde, on sait pas où on en est, on est perdu, voilà. Et c'est un peu jouer sur cette ambiguïté de on conserve l'amitié, on conserve les liens, mais on ne sait pas trop où ça va le Sahara en ce moment, vers le positif ou le négatif. Ça joue vraiment sur les deux, et parce qu'il y a les deux qui existent, et c'est un peu ce qu'on va essayer de retranscrire ce soir, c'est-à-dire parler des problèmes qui traversent la région aujourd'hui, qui sont parfois enfouis sous le tapis au niveau médiatique, mais aussi la vie qui continue malgré tous les problèmes, malgré les otages, malgré le trafic, enfin tout ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a toujours la joie qui transpire, Moussa? Oui, comme tu l'as dit, il y a vraiment énormément de problèmes. Il y a l'insécurité qui avance énormément en ce moment. Et on a aussi les problèmes politiques. Mais avec tout ça, les gens ils continuent à faire la fête. Quand il y a un mariage, il y a des grands concerts. Et les baptêmes, et aussi tu peux, en tant que musicien, des fois tu peux organiser un concert payant et il y a du monde qui vient danser avec tous les problèmes autour. Qu'est-ce qu'on écoute là? Qu'est-ce qu'on entend? On écoute Tinariwen. C'est Tinariwen, l'un des premiers albums qu'ils ont enregistré en Côte d'Ivoire. Et j'adore beaucoup cet album parce que c'est leur tout début, ils ne savent même pas ce que c'est un studio. Et ça a donné un truc génial. Tout le monde a entendu parler de Tinariwen dans la salle. C'est le groupe sahraoui qui a percé dans le monde et qui est le plus connu. Sahraoui. Touareg, pardon. Je suis l'ingénu, donc t'es là pour me reprendre. Pour toutes les conneries que je vais dire, c'est le groupe Touareg le plus connu dans le monde aujourd'hui? C'est même pas connu en fait. Tinariwen, c'est la légende de cette musique. C'est eux qui ont créé cette musique. Après tout ce qui suit, tout le monde a pris de ces groupes Touareg. بسم الله الرحمن الرحيم نعم أصدق السنة أجد أن كتر جماعتين كتفت جاتنا كرا بكاريس إبراهيم تنبوليس عمر أبغى ماسنا البرج تكسر عن جيت في خاطر الأخواتر إرتي لموالم أنا وكالن تغى الزمان اللي غتس وريالس بسم الله
Donc ce que vous entendez, en fait, c'est un vocal que m'a envoyé un ami, Mafik, Mohamed Aga Sherif, à qui est dédiée cette exposition et cette émission de radio. C'est un ami qui était à la Saharienne, chômeur, Ishoumar, qui était entrepreneur, qui jouait de la musique, qui était passionné, qui m'envoyait des vocaux à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit depuis le Sahara. Il se trouve qu'il faisait partie d'un mouvement de rébellion au nord du Mali, dans l'Azawad, et qu'il a été droné par les Wagner en fin d'année dernière, donc les Wagner russes et les supplétifs maliens. On avait une petite tradition, on s'envoyait nos vocaux quand on partait en voyage. Je lui envoyais des vocaux de Belfast, du Pays Basque, de Bretagne. D'un peu partout, pardon, c'est l'émotion. Mais j'ai voulu passer donc dans cette exposition et dans cette émission quelques sons de Mafik. Ça fait partie de la communication aussi aujourd'hui, les vocaux au Sahara. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu envoies tes morceaux de musique? Est-ce que c'est un moyen pour toi aujourd'hui de communiquer avec ta famille? Oui, depuis qu'on a WhatsApp, en fait, c'est devenu les moyens fiables pour pouvoir avoir des nouvelles de la famille. Quand tu n'es pas là, ou en tant que musicien, ou même si la famille voudrait écouter ta musique, bah, tu enregistres, ils t'envoient un vocal et ils reçoivent. Et c'est ces vocals qui transmettent encore dans des clés USB où ils peuvent mettre dans des petits baffes à piles, écouter la musique. Alors, puisqu'on est sur Oulala Radio pour parler de Oulala le Sahara, j'aimerais bien qu'on liste un peu tous ces oulala qui nous donnent envie ce soir de dire oulala, que ce soit en positif ou en négatif, mais que ça pose un peu le décor de ce dont on va parler. Donc oulala le Sahara, c'est oulala le Sahara géographique déjà. De quoi on parle? Alors on parle de 12 millions de kilomètres carrés. Le Sahara, c'est une surface énorme, à pas confondre avec le Sahel, donc une exception américaine depuis une dizaine d'années. Donc le Sahara, c'est vraiment un territoire immense, pas uniquement aride. Il n'y a pas que des dunes au Sahara. Petite question qu'on peut-être, mais c'est quoi la différence entre le Sahara et le Sahel et pourquoi on confond? Le Sahel, c'est la toute petite bande qu'il y a au nord et au sud du Sahara, en fait, qui est plus verdoyante. Mais la presse américaine, les universitaires américains utilisent plus le terme Sahel. Et ça a été repris par la presse francophone. Et c'est vrai qu'en choisissant de parler en permanence de Sahara, dans les émissions de radio, dans les films, dans les expositions, on est tout un groupe à un peu se battre pour le mot Sahara. Bon, cause perdue, cause de Don Quichotte, mais pour se battre pour que ce mot Sahara continue d'exister, parce que maintenant on entend parler uniquement du Sahel, des problèmes au Sahel. Et le Sahara, ça a tout de suite une connotation plus joyeuse, quelque part. Ensuite, dans les oulala, après le Sahara géographique, il y a oulala les peuples du Sahara, parce qu'on parle tout le temps des Touaregs, on a l'impression qu'il n'y a que les Touaregs, mais en fait, c'est des dizaines de peuples qui habitent cette région du monde. Alors, je préfère demander à un Américain de lire les noms des peuples du Sahara, parce qu'en français, c'est ridicule. C'est quoi? J'ai pas compris. Berbiche, Songhai, Touaregs, Pearl, Toubou, Saharaui, Europeans, Japonais, Chinois, Russes, Africains et tous les continents. À toi? Alors, j'ai pas mes lunettes du coup. Ça sera monté. On vous a dit que c'était artisanal, on a prévenu. Il y a les Berabiches, Songhai. Il y a les Barabiches, Songhai, Touareg, Peul, Toubou, Sahraoui, Mor, Dogon, Dozo, Mor encore, Berbère, etc. et des assemblées européennes, japonais, chinois, russes, africains de tous les continents. Alors, oulala, le Sahara, on l'a dit, c'est un terme qui est ambigu, en fait, où on ne sait pas si on est dans la joie ou si on est désespéré, parce que oulala, le Sahara, c'est pas que des bonnes nouvelles, et on va aussi en parler ce soir. On va pas faire que écouter de la musique et être dans la joie, on va parler des vrais problèmes. Oulala, les nouvelles qui sont pas bonnes, c'est quoi aujourd'hui dans le Sahara, si on doit en donner quelques-unes? Bon, là, on en a 3 pages, donc je pense qu'on va un peu... On va couper dedans un peu. Bon, on va les faire rapide. Donc, 260 000 réfugiés de la crise malienne en Mauritanie, des journalistes emprisonnés au Niger, l'ancien président Bazoum toujours emprisonné au palais présidentiel,
Voilà. Des otages, des convois attaqués chaque jour, interdiction des partis politiques au Mali. Les rebelles prennent du ventre. C'est vrai que les potes qui étaient dans la rébellion ont tendance à bien grossir en ce moment. La fonction publique fonctionne pas. Bon, voilà. Quelques juntes militaires. Et aux dernières nouvelles, voilà. Donc, c'est pas mal comme formule, ça. Nulle part dans les journaux, partout dans les agendas. C'est toi ? C'est moi qui ai écrit ça ? Je crois que c'est toi. Ok, donc, écoute, c'est cadeau. Donc voilà, donc la dernière nouvelle, il y a les Iraniens et les talibans qui sont en train de signer un accord de coopération avec le Niger. Ouh là là. Les Marocains, les Turcs, les Syriens, les Tchétchènes, les Algériens, les Australiens, les Écossais et les Italiens s'intéressent au Sahara. Il n'y a pas que l'influence russe, on va dire qu'il y a 1000 Wagner sur toute l'Afrique de l'Ouest, mais nouvel Eldorado. Oulala le Sahara, des migrants, on va un peu vite parce qu'il y a pas mal de mauvaises nouvelles. La prostitution explose dans les capitales. Oulala le Sahara, ça devient un Eldorado de l'or, du pétrole. Destruction et menace des réserves naturelles de l'air. Je continue. Écoute, voilà. encore la liste est longue. Juste, il y a un truc moi que j'aimerais sur lequel on s'arrête, c'est le trafic. Alors, on va en reparler du trafic, mais tu m'as dit quand même un truc, c'est que il y a des trafics de dinosaures dans le Sahara, des trafics de dinosaures, et qu'on te propose tous les jours d'acheter des dinosaures. Alors pas tous les jours, mais parfois. C'est quoi ce... Tu connais? C'est tout simplement en fait des personnes qui savent qu'en ce moment c'est le bazar dans le Sahara et qu'il y a une énorme réserve archéologique un peu partout, et tu peux commander via des fils WhatsApp en fait un dinosaure. Ça coûte entre 5 000 et 50 000 $ pour te faire livrer ton dinosaure, principalement depuis la Libye. Pas mal vers Chicago en ce moment, il y a une filière Hatch Chicago qui fonctionne assez bien. Et en gros, oui, il y a des vrais dinosaures. Tu peux acheter un dinosaure pour le prix d'une demi-Tesla, quoi, en gros. Ok, très bien, voilà. Soit. On va pourquoi pas peut-être arrêter sur les mauvaises nouvelles. Bah oui, il y a quand même aussi des bonnes nouvelles. Tu nous parlais, Moussa, des mariages, des fêtes. En fait, ça continue d'être quand même une région, un territoire de joie, de musique. Oui, comme je t'avais dit, on est entouré vraiment, surtout l'insécurité. Il y a une avancée énorme, surtout ces derniers mois. Mais avec tout ça, tu as des festivals, par exemple, et dans le Sahara, tu as des mariages, et même des chefs du village qui se font élire, et du coup, élire un chef devient un énorme événement d'où tu as vraiment tous les musiciens qui viennent jouer, et il y a de l'ambiance, il y a des étrangers d'extérieur qui viennent pour faire la fête. Enfin, vraiment, avec tout ce qu'il y a comme problème, on est resté toujours dans notre joie, on essaye de vivre la vie comme avant, même si c'est un peu compliqué, quoi. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va appeler quelqu'un. On va appeler quelqu'un, exactement, comme cet indicatif sonore peut nous l'indiquer. Et on va creuser un peu plus 3-4 sujets dans cette émission. Et le premier sujet, tu l'as intitulé Trafic de pâtes au Sahara, le nouvel Eldorado. Donc, avant de poser quelques questions à notre prochain invité qui sera en direct depuis le Sahara au téléphone, Arnaud, il paraît qu'on trafique des pâtes, de la grosse pasta, de la bolognaise dans le Sahara. C'est quoi ce truc ? Alors, la première fois que je suis arrivé en Libye, en fait, après 2 jours de voyage, tu fais 2 jours de voyage, tu arrives au milieu du Sahara et on te sert des spaghettis bolognaise. Influence italienne, voilà. Mais la pasta, en fait... Le trafic de pasta, c'est un vrai trafic. On parle beaucoup du tramadol, de la cocaïne, des filières sud-américaines, tout ça. Mais pas assez des spaghettis. Mais pas assez des spaghettis. Et on a en direct, on peut pas dire d'où, en fait, mais du Sahara, Mohamed. Bonsoir Mohamed, tu nous entends ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers auditeurs de la nouvelle radio. Oulala. Bonsoir. Mohamed, est-ce que tu peux nous décrire de manière très vague, parce que j'ai compris qu'il fallait être très vague,
l'endroit où tu te trouves. Je suis au Sahel. C'est extrêmement vague, c'est parfait. Merci beaucoup. Je pense que vous comprenez maintenant. D'accord. Donc Mohamed, tu es spécialiste. Ça va comme description. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire. Pardon ? Comment est-ce que tu te présentes ? Bon, en fait, moi, je suis consultant indépendant des questions sécuritaires et humanitaires et de la géopolitique. Je fais aussi de la géopolitique dans la bande sahélo-saharienne. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être, Mohamed, par présenter la situation globale aujourd'hui au Sahara en termes justement de sécurité, en fait, comment vous la décririez ? Bon, la situation du Sahara, elle est vraiment très complexe parce que le Sahara aujourd'hui, ce n'est plus le Sahara que vous connaissez dans les années 99 à 2004. Maintenant, la donne a changé. Le Sahara fait face à des multiples crises multidimensionnelles. Il y a des insurrections militaires, des coups d'État et des rébellions, et en même temps aussi la présence des groupes armés radicaux qui Allô ? cette vaste, immense région du Sahel globale. Donc, vous voyez maintenant, donc la situation est vraiment chaotique. En même temps aussi, il y a la... Allô ? Mohamed ? Dans cette zone, aujourd'hui, la population nomade qui vivait, c'est-à-dire très longtemps dans cet espace, ils sont vraiment impossible de continuer leur mode de vie à cause de ces multiples problèmes. Donc, ces derniers temps, les populations de ces zones se retrouvent à longueur de journée à des bombardements de drones. Mon réseau là, oh là là. J'ai un mauvais réseau là. Ah oui, on entend, ça coupe parfois. Bon, vous nous entendez quand même ? Ou on vous rappelle ? Enfin, non, je dis ça, mais du coup dans le vide, puisque tu es en train de rappeler. Voilà. Allô ? Oui, allô ? Vous nous entendez ? Oui, j'ai un mauvais réseau, quoi. Oui. Bah, y a pas de souci. Vous étiez en train de nous parler des populations en fait qui ne pouvaient plus continuer à vivre leur mode de vie comme avant. Il y a aujourd'hui des milliers de réfugiés en fait dans le Sahara. Quelle est la situation pour ces réfugiés en fait, pour ces populations qui sont obligées de quitter en fait, d'abandonner leur mode de vie et de fuir en fait le Sahara. Comment ça se passe aujourd'hui pour les réfugiés ? Oui, pour les réfugiés aussi, ils font face vraiment à des situations très difficiles, délicates, parce que ils ont quitté leur zone. Donc, ils se sont retrouvés dans le camp de réfugiés. Donc, le mode de vie des camps de réfugiés, ce n'est pas la même chose que leur mode de vie d'avant. Et puis encore, ils ont quitté dans les précipitations parce que ils ont été chassés de force, parce que avec la présence, c'est-à-dire de groupes armés étatiques et non étatiques, qui l'ont forcé de quitter dans leur zone de confort. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans des conditions très difficiles qu'ils ne connaissaient pas avant.
c'est les gens qui ont habitué, c'est-à-dire à continuer leur vie avec les troupeaux. Ils se retrouvent dans des camps de réfugiés et tendent des mains aux organisations internationales pour avoir à manger. Alors que ça, chez les nomades, c'est une humiliation. Il y a d'autres même qui se gênent même d'aller pour chercher des rations alimentaires. Parce que ce n'est pas de leur coutume. Ce n'est pas... Ils n'ont pas, c'est-à-dire, vécu ce genre de situation. Donc, entre-temps aussi, l'aide humanitaire a été réduite ces derniers temps. Donc, les financements, ce n'est plus comme avant. Donc, ils sont vraiment misérables. Ils sont vraiment misérables. Même, c'est-à-dire, les soins sont inexistants. Il n'y a pas c'est-à-dire assez de soins pour prendre en charge des milliers de personnes qui ont quitté le Sahara. Par exemple, ceux qui sont en Mauritanie, en Algérie, au Niger, au Burkina. Il y a aussi des déplacés internes à l'intérieur de ces pays-là qui sont confrontés à des mêmes situations que les réfugiés aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, tout à fait. Oui. On vous entend bien. Et oui, vous m'entendez ? Ouais. Vous nous entendez ? Oui. Oui. Vous nous entendez ? Ok. Ok. On a parlé des réfugiés. On a parlé et avant le début de l'interview, on évoquait un peu en rigolant cette histoire de trafic de pâtes, mais en réalité, aujourd'hui, peut-être pour conclure ce tour d'horizon de la situation globale aujourd'hui au Sahara, la chose un des éléments qui ronge réellement la région, c'est le trafic, les trafics en tout genre. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est le trafic de tout genre. Bien sûr que le Sahara, aujourd'hui, tu peux dire que les trafiquants sont vraiment permanemment. C'est même à ciel ouvert. Parce que c'est un espace aujourd'hui connu par les trafiquants. Venant du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, pour passer aussi vers la Libye aussi. Tout à fait. Est-ce que tu peux citer le type de trafic qu'il y a en ce moment, en fait ? Parce qu'on parle beaucoup du trafic de drogue. Quels sont les autres trafics, en fait, au Sahara ? Il y a tout genre de trafic. Il y a la drogue. Il y a aussi le trafic des humains aussi. Parce qu'il y a des gens qui enlèvent des personnes pour les vendre ailleurs. Il y a aussi des enlèvements, c'est-à-dire des occidentaux. Ça aussi, c'est de la trafic. Donc, il y a aussi les migrants. Il y a aussi le trafic d'armes et des stupéfiants, des médicaments, parce qu'il y a plusieurs sortes de stupéfiants dans toutes sortes de médicaments. Aussi, ça existe. Un grand merci, Mohamed. Prends soin de toi, fais attention. Je sais absolument pas où t'es. J'ai pas forcément envie de le savoir. Mais écoute, prends soin de toi et de la famille. Et puis, un grand merci pour ce point. On va t'applaudir quand même dans la salle, Mohamed. Je sais pas si t'entends. Merci. Ça fait chaud au cœur de t'entendre de quelque part dans le Sahel, comme tu dis. Voilà, à bientôt. Je te remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Monsieur, c'est à peine organisé. Qu'est-ce qui se passe Non, mais je sais pas. Mais c'est le carton. Moi, j'étais à Paris. Qu'est-ce qui se passe J'étais à Paris pour.
Excusez-moi, vous me laissez parler 2 secondes? Vous avez un beau chef. Ok. J'étais à Paris pour le salon de la Méhari là, de collection. Un gars qui me dit qu'il y a une émission sur le Sahara, ça fait un quart d'heure que je vous écoute. Et en fait, vous n'avez pas dit un mot sur le Paris-Dakar, c'est hallucinant. Bah, ça fait 20 minutes que vous répétez des banalités qu'on entend partout à la radio. Ok, monsieur. Et personne n'a parlé de la moto et du Paris-Dakar. Ok, monsieur. Non, s'il vous plaît. Attendez, vous avez traversé le Sahara, vous en moto, tout seul dans les dunes, dans l'immensité, comme ça. Bah, moi, je l'ai fait. Ok, moi, c'est des trucs que vous savez pas. Ok. Eh bien, vous êtes le bienvenu dans cette émission. On va pouvoir discuter un petit peu. Vous appelez comment? Jean-Loup Martinez. On applaudit Jean-Loup Martinez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Jean-Loup, vous êtes un connaisseur du Sahara, c'est ça? Évidemment, mais moi j'ai grandi dans le Var, donc c'est juste en face du Sahara, déjà. Hein, on est les Suds, comme on dit. On est les enfants du soleil, nous, hein, les gens du Sud, c'est pareil, le Sud. Et alors, moi, quand j'étais gamin, je voyais le Sahara de l'autre côté là-bas, et je voyais et j'habitais à côté du massif des morts, vous savez. Et je croyais que c'était des gens, c'était des Maccabées, mais non, c'était pas des morts, c'était des morts vivants, c'était des Arabes du désert. Et du coup, ça m'a donné envie de connaître leur culture. Et j'ai pris ma moto, en fait, et c'était fantastique, en fait. Et donc vous avez découvert cette culture et ces cultures en faisant le Paris-Dakar? Oui, parce que moi je voulais leur dire qu'on est tous frères. Et que même s'ils n'ont pas des motos aussi bien que les nôtres, parce que moi j'avais une BFG 1300 cm3. C'est une moto française. Et je voulais leur dire qu'il n'y a pas que des pick-up et des Peugeot et des voitures. En fait, en France, on fait aussi des bonnes motos. Et puis, moi je savais qu'on avait plein de choses en partage. On leur a apporté beaucoup à l'époque coloniale. Et l'idée... Non mais attendez, moi je suis pas arrivé comme ça comme un conquérant. D'abord il y a personne dans le Sahara. Faut dire que vous êtes en moto, c'est l'immensité, donc ça dérange personne. Et puis honnêtement, vous êtes là, tu peux faire quelque chose, vous êtes confronté à la grandeur, à l'espace quoi. Non mais en fait c'est que je comprends pas. Ils nous parlent de Paris-Dakar, le Sahara c'est plein de djihadistes. Comment tu vas faire des Paris-Dakar dans un désert? À l'époque, le Sahara, monsieur, à l'époque, le Sahara, quand moi je l'ai traversé, le Sahara était bien tenu. C'était pas comme aujourd'hui. D'accord, hein? Parce que là, franchement, on a lâché les amarres, c'est n'importe quoi. On dirait que c'est la vente à la découpe. Il y a des gens n'importe où là qui font n'importe quoi. Vous avez même pas parlé des Écossais, hein, et des Vénézuéliens. Enfin, moi je les ai vus. D'accord. On voit que vous avez le Petit Prince dans votre main. Oui, mais j'avais le Petit Prince, bien sûr, mais je l'ai pas lu. Parce que symboliquement c'est compliqué ce livre, mais j'ai vu des renards, j'ai vu des fennecs, et ça prouve que le mec qui s'y connaissait sur le terrain, il avait vu des renards. Alors, moi aussi j'en ai vu beaucoup. Monsieur, des renards. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez appris et découvert de la culture du Sahara en traversant ce désert à moto pendant le Paris-Dakar? Moi ce que j'ai vu, c'est que les Bédouins ils sont pas comme les autres. Déjà c'est des gens différents, ils ont quelque chose en fait de... Vous voyez les hommes bleus, bon, les hommes bleus comme le bleu du ciel. D'ailleurs, ma femme adore les bijoux Touareg. Mais non, c'est pas les bleus du ciel, c'est les bleus indigo, monsieur. Oui. Faut pas non plus. Moi, j'y étais à une époque où vous étiez enfant, je pense, et c'était encore très authentique et très. Vous voyez, chaque famille avait son chameau domestique. Par exemple, un chameau préféré. D'ailleurs, vous fumez des camels. Non, mais ma moto, je l'avais peinte en couleur camel parce que ça fait camouflage et comme le camel trophy, vous savez, mais moi, je suis jamais arrivé à Dakar parce qu'à chaque fois que j'ai traversé le Sahara, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et j'ai vu aussi des choses qui sont louches. Parce que, enfin, c'est pour ça que j'ai pris le micro. C'est que, honnêtement, vous êtes en train de dire qu'il y a des problèmes, etc., mais vous parlez pas de l'aspect... je veux dire, quand vous voyez des mecs dans un 4x4 enturbanés qui foncent comme ça dans le désert, on ne sait où, il y a des mecs qui vous disent on va à Dawaz, à Ouazzad, Zazad... Enfin, ça n'existe même pas sur la carte, cet endroit. Vous regardez, moi, j'ai pris tous les topos du Paris-Dakar, ils vont à un endroit qui n'existe pas. Ok ? Et donc, c'est évident qu'il y a un problème, qu'on nous cache des choses, qu'on nous dit pas des choses. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure des Iraniens, des talibans, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres influences qui font que... On va vous remercier, Jean-Loup, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir partagé votre expérience du Sahara. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur, d'être intervenu. Désolé Moussa, désolé. Juste peut-être pour rebondir sur cette expérience partagée et le nombre de conneries qui ont été dites. En fait, c'est des conneries qui disent des choses peut-être en tout cas de l'imaginaire et des imaginaires qu'il y a pu avoir sur le Sahara et de l'idée qu'un certain nombre d'Occidentaux, d'Européens se font du Sahara. Tu peux me répéter la question, je pense. Non, mais en fait, les conneries qu'on vient d'entendre,
Oui. Non, pardon, monsieur. Pardon. Non, je parlais pas de vous, en fait. Je parlais pas de vous du tout. Ça nous dit quelque chose, malgré tout, en fait, de l'imaginaire que des Français, mais d'autres, en fait, ont du Sahara. Une espèce d'image préconçue et le sentiment de connaître quelque chose où ils y connaissent absolument rien, en fait. En fait, déjà, les déserts, pour y connaître et savoir et en parler, il faut y vivre. Il faut être de là-bas, vivre les situations et tous les problèmes qu'elles rencontrent pour pouvoir en parler. Parce que le Sahara en soi, il a plein de secrets que seuls nous, les nomades, les comprenons. Par exemple, même pour voyager dans les déserts, il faut quand même connaître où tu vas, quoi. C'est pas un GPS qui va t'indiquer la direction ou quoi. Il y a des techniques, tu vois. C'est quoi les techniques? Des fois, tu t'es fait guider par les étoiles, des fois des montagnes, et des fois des vallées, des noms des vallées. Et on te dit, cette famille, elle est comment on dit en français, cette famille, elle est campée sous cette montagne. Et toi, tu sais où c'est ces montagnes, tu vois. Et par exemple, l'étoile polaire aussi, qui t'indique que tu vas vers l'est, quoi. Enfin, des trucs comme ça, il y en a plein. La liste est longue. Hop, le son 6 en direct en live qui enchaîne, c'est parti. Et c'est incroyable, sans transition. Qu'est-ce qu'on écoute? Écoute Allah, pas le prophète, pas le dieu, voilà, mais une chanteuse touareg, Allah, qui était la femme d'Asso à côté. Tu peux nous en parler 2 secondes, Moussa? De Lala. Lala, c'est une superbe chanteuse qui est connue dans son village déjà dès qu'il y a des événements, des festivités. Elle chante sur la percussion tendé. Tendé, c'est la percussion touareg jouée par les femmes. Et depuis qu'elle était jeune, en fait, dès qu'elle prend le chant, tout le monde écoute et est impressionné. Et après, elle s'est mariée avec un musicien touareg du Niger, Assou, à côté du groupe Tidal. Et là, ils ont combiné, chanté ensemble. Et cette chanson, c'est nous Toyota qui parle de la fameuse voiture saharienne. La Toyota, qui a beaucoup aidé les Sahraouis parce que c'est la seule voiture qui arrive à tenir dans les sables et les déserts. Alors, justement, puisque on entend une chanteuse, il paraît que les femmes ont disparu de la musique saharienne, alors qu'elles étaient extrêmement présentes. Elles auraient disparu. Elles sont passées où, les femmes dans la musique dans le Sahara? Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu de femmes sur scène un peu partout dans le monde. Quand des groupes comme Tinariwen, tous ces groupes les plus connus ont commencé, il y avait systématiquement des femmes, pas uniquement choristes,
mais lead aussi sur scène. Il y a une petite vibe avec les filles d'Ilagadad, un groupe Touareg qui a été lancé par Sale Sounds, label de Portland qu'on a vu. Les chanteuses sahraouis étaient donc du Sahara occidental étaient très présentes en fait en Europe, principalement en Espagne. Et depuis 5 ans, les femmes ont disparu de scène, hormis les filles d'Illegadad qui ont complètement disparu. Je m'étais dit que ce serait bien d'en parler avec Andy Morgan. Qui est Andy Morgan ? Donc Andy Morgan, en fait, qui est d'abord un poète, un auteur, mais qui surtout a été le manager de Tina Rewen pendant une dizaine d'années. Allô Andy ? Allô ? Est-ce que c'est bon ? J'ai dit 10 ans manager de Tina Rewen, ça va ? C'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, c'était une période de 10 ans où j'étais associé. Donc Andy, en direct de Bristol. En fait, on voulait t'interroger aussi sur ce fait. Pourquoi est-ce que, ton avis, les femmes ont disparu de la scène des musiques sahariennes ? Comment est-ce que tu expliques ce phénomène et est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce qu'on peut se tromper aussi. Ben, la question, c'est à quel point est-ce qu'ils étaient présents vraiment dans la musique moderne, parce qu'il faut toujours faire la différence entre la musique moderne et la musique traditionnelle, ça veut dire le Tindé, l'Inzad. Et dans la musique traditionnelle, c'est les reines de la musique, quoi. Les hommes sont nulle part dans la tradition, quoi. Mais la musique qu'on appelle moderne, basée sur les guitares et tout ça, c'était né dans un phénomène qui était essentiellement masculin, quoi. Le phénomène de voyage, d'exil, d'entraînement militaire, de toutes ces aventures toutes ces aventures qui étaient basées sur une sorte de complète dissociation du cadre traditionnel de la famille de Tamashek, quoi. Donc c'est des hommes individuels qui étaient partis en aventure, qui passaient du temps entre eux et qui avaient la liberté d'aller, de venir, d'aller jouer la guitare n'importe où, de passer des soirées où il y avait peut-être un peu d'alcool ou un peu de choses à fumer ou je sais pas quoi. Donc ça, c'était un milieu dans lequel la guitare est née, quoi. Donc c'était pas un milieu féminin, quoi. Il y avait, j'ai appris qu'il y avait des femmes qui sont parties en Libye, un peu avec les hommes, qui étaient logés dans les villes pendant que les hommes étaient dans les bases militaires, surtout le base qui s'appelle Tin Mars à Tripoli. Ils avaient des copines ou même des épouses qui étaient dans des maisons, qui habitaient peut-être dans un village à côté ou dans une ville pas loin, etc. Donc, ils étaient présentes, mais ils n'étaient pas présentes au cœur de l'expérience duquel la musique assouf est sortie. Voilà. Donc, ouais. Pardon, peut-être une question bête, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on connaît, nous, de la musique du Sahara et de ce rock et de ces guitares qu'on a connu notamment à travers de Tina Rewen, mais d'autres artistes et d'autres groupes, n'a pas de connexion, en fait, d'ancrage avec les musiques traditionnelles et la tradition musicale qui peut se pratiquer dans le Sahara? Il y a un ancrage, parce que je crois que si on écoute la musique tamashek moderne, la guitare, le Tindé est dedans, quoi. Et dedans d'une façon, je sais pas comment dire en français, mais en anglais on dit subliminal, c'est-à-dire c'est pas évident exprimé à la surface, mais c'est dans le moteur de la chose, c'est toujours le Tindé, quoi. Mais donc il y a ce lien-là, mais c'est en fait ces deux cultures très très différentes. La culture traditionnelle
qui est la culture de la famille, du campement, voilà, de tous les gens de ton sang qui sont autour de toi, avec lesquels tu vas fêter les mariages, les fêtes du Ramadan, avec le Tindé essentiellement. Et avant aussi, il y avait les Ahal, donc comment dire, les réunions des jeunes autour où il y avait la poésie, il y avait l'imzad. Ça, c'est vraiment dans la vieille tradition. Il y avait ce genre de réunions un peu sanctionnées, on peut dire, qui se passaient. Mais tout ça, c'est une culture. Et la culture de l'Ishumar, qui est une culture de gens qui partaient tout seuls à travers la Libye, l'Algérie, Burkina et tout ça. Ça, c'est vraiment très, très différent, quoi. On dit en plateau, on a... En quelque sorte, c'est une... On dit en plateau, on a Moussa Kidjaté, donc, que tu connais certainement, grand guitariste touareg du Niger. Je voulais lui poser une question sur Badi Lala, donc une figure immense en fait de la musique touareg qui a disparu. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Badi Lala, Moussa? Moi, Badi Lala Badi, c'est la synthèse que je connais depuis que je suis venu au monde. C'est sa musique que j'ai écoutée avant même d'écouter Tinariwen. Et moi, je suis de Tchintabaraden et tout événement ou tout festival, même pour les nominations des chefs de village ou des festivals, c'est Lala Badi qui vient jouer. C'est vraiment la musique, la chanteuse que j'ai écoutée en fait, pour dire j'ai connu la musique par la voix de Lala en fait. Donc pour moi la musique, j'ai même écouté Lala, elle m'a attiré beaucoup à aimer la musique. Avant je n'écoutais même pas la musique quoi. Mais quand j'ai écouté la voix de Lala, ça m'est toujours resté à cœur. Peut-être pour recontextualiser, Lala Badi, donc c'était la plus grande voix touareg, la grande diva touareg qui s'est éteinte le 22 avril dernier à l'âge de 88 ans. Andy, pour vous, c'était qui? Vous partagez ce que vient de dire Moussa sur l'importance de Lala Badi? Ah ben, c'est bien que vous avez interrogé un tamashek d'abord avant de m'interroger, parce que je crois que dans la culture, j'ai l'impression qu'elle était absolument énorme, non seulement par la musique qu'elle donnait à tout le monde, mais aussi par le fait que c'était la mère, c'était la maman des Ishumar qui passait du temps à Tamaracet. Elle les protégeait, elle les aidait, elle les nourrissait. Et elle a joué un rôle informel, mais hyper important dans le Teshumara, les voyages chez jeunes à travers cet espace-là, quoi. Donc j'ai l'impression qu'elle était... Et puis elle était vraiment... D'être avec elle, je l'ai rencontrée seulement 2 ou 3 fois à mon chagrin, quoi. J'aurais bien passé plus de temps avec elle, mais à chaque fois, c'était la charme totale, quoi. Même à l'âge de 88 ans, tu vois comment elle a pu être à l'âge de 16 ans, 24 ans ou 35 ans, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir aussi de Lala Badi, à part la musique, même c'était, comme tu l'as dit, une maman Ishumar. Lala était la maman qui accueillait tous les Ishumar, les chômeurs qui font rien. Chez elle, tout le monde vient. Des fois, chez elle, elle a des gens qu'elle connaît même pas. Tu viens chez Lala, tu restes, tu manges, tu dors. Tu vois, du coup, c'est à part la musique, même c'est notre maman, quoi. Et donc on a parlé de Lala Badi, de son importance. On a parlé de l'importance des femmes dans la musique traditionnelle du Sahara, mais qu'elles étaient assez absentes finalement de la scène rock, guitare. Est-ce qu'il y a malgré tout une nouvelle génération aujourd'hui de femmes guitaristes, Moussa, qui émergent peut-être Aujourd'hui, comme l'a dit Arnaud, on a eu la vague des filles de l'Aradet, mais qui n'ont pas
beaucoup continuent, les mêmes problèmes encore. Les femmes, elles se marient, c'est compliqué d'aller en tournée. Et après, pour la musique rock, en général, les groupes connus, à part qu'on les connaît là-bas chez nous, ils jouent beaucoup dans les mariages et tout, il y a cet aspect des tournées, où vraiment tourner avec une femme touareg, c'est compliqué. Parce que voyager tous les jours et faire des concerts dans des salles où il y a des bars, et ça fume, elles sont du désert, mais elles ont ces petits conforts qu'elles ne peuvent pas avoir en tournée, en fait. C'est-à-dire Delilah était pas le confort même, c'est-à-dire elle avait des chômeurs et c'était plutôt les gars qui étaient inconfortables du fait de son rythme de vie, quoi. C'est-à-dire elle vous poussait plus. Elle était plus rock'n'roll qu'un certain nombre d'entre vous, quand même. Non, mais là, on parle de Lala. On vient de dire que c'est notre maman. Elle a joué un rôle important, mais c'est pas toutes les femmes touareg qui pourront faire comme elle, quoi. Mais ce que je t'ai dit, je l'ai vécu, tourner avec une femme, prendre les avions tous les temps, c'est fatigant et elles sont pas à l'aise, en fait. Andy, tu as passé pas mal de temps à Tamanrasset cet hiver. Tu m'as parlé, quand on s'est appelé l'autre jour, d'une nouvelle génération de femmes guitaristes en Algérie. Tu peux nous en parler un petit peu? Tu as l'impression qu'il y a des jeunes femmes qui se lancent, mais qu'on ne voit pas encore ici, mais qui sont assez présentes au nord du Mali et sud de l'Algérie? En fait, d'abord, je voulais juste soutenir ce que vient d'être dit parce que je parlais juste là il y a quelques heures avec Abdallah de Tinariwen. Et effectivement, il m'a dit que quand ils faisaient leur première tournée en Europe et tout, dans un petit camion Mercedes, tout le monde là-dedans, tout serré, tout ça. Il y avait des femmes dans le groupe à cette époque. Il y avait Mina, il y avait le feu Wounou qui malheureusement est décédé, sa sœur, et il y avait l'autre Wounou Walid Sidati qui était avec eux. Mais ils étaient gênés de voir des femmes dans ces conditions dans lesquelles ils étaient à l'époque, quoi. C'est ça qu'il m'a dit. Donc c'est absolument vrai ce que d'où, je sais pas, j'ai pas capté votre nom, mais ce que le monsieur vient de dire, quoi. Donc, c'est Moussa. Moussa, voilà, je m'excuse vraiment. À part ça, il y a juste une femme qui fait un peu des vagues avec la guitare dans le sud de l'Algérie, à Timiaouen. C'est une chanteuse qui s'appelle Haya. Et il paraît que dans la commune, moi j'ai jamais entendu sa musique. Moi je la connais pas bien, mais on m'a dit qu'elle fait vraiment des vagues là-bas, que dans la communauté elle est très appréciée, qu'elle joue la guitare, peut-être elle va venir, peut-être elle va arriver sur l'international bientôt, quoi, je sais pas quoi. Mais pour le moment c'est la seule. On parle dont on parle. Il y avait à l'époque, je me rappelle la première fois que je suis allé au désert en 2000, il y avait un autre guitariste qui s'appelait Bognes, qui était là, qui jouait un peu avec des gens à gauche, à droite, mais je crois qu'elle est plus active. Peut-être elle est mariée, justement. Elle a une autre vie maintenant. Mais... Tu t'es pris le supérance dans la gueule, Andy, je suis désolé. Simon. Allô, Andy? Oui. Andy, non, désolé, on a un temps anglais en ce moment, donc il fait n'importe quoi. On va finir là-dessus et sur le Super 11 de Gao que t'adores, je crois. On attend ton livre, tous. Et je pense qu'on peut applaudir comme encouragement. Merci. Tu vois, tout le monde attend ton livre en France. Oui. Et puis on t'embrasse et on te souhaite une bonne soirée. Un grand merci. Merci à vous. Et on va partir donc vers Ouagadougou
Burkina Faso, l'une des 3 juntes actuelles, avec le Super 11 de Gao qui est réfugié en ce moment au Mali. Le Super 11, c'est le nom d'un thé qui est très très fort, c'est ça Moussa? Le Super 11, c'est le groupe Takambak, c'est la star dans ce style de musique. Le Super 11, c'est vraiment les stars de Takambak qu'on a connu, les Touaregs. Tout le monde connaît Super 11. Donc c'est un son âpre, c'est un mélange entre les communautés Songhai et Tamashek et Touareg. C'est un mélange de sonorités Touareg, Songhai, et aussi ils sont comme Tinariwen, quoi. Ils ont amené ces styles, ils sont légendaires dans ces trucs, quoi. Et Christophe, on va enchaîner sur un sujet crucial en fait pour l'avenir du 61, l'avenir de ce quartier, l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, l'avenir du Sahara. Je te laisse dire le titre, je l'assume plus en fait. Donc le dernier sujet de cette émission sera l'État islamique au Sahara, les vieilles dames otages et Véronique et Davina. Et on appelle Yvan Guichawa, l'un des meilleurs spécialistes actuels du Sahara. Je dis spécialiste, je pourrais dire expert, hein, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui viennent dans les médias. Yvan, es-tu là? Il n'est pas encore appelé. Il n'est pas encore là? Putain, pour musique maintenant. Yvan? Allô Yvan? Oui, Yvan. oui. Oui, Yvan, bonsoir. On te laissait un peu de Takamba parce qu'on était un peu on se disait qui validait l'interview ou pas. Voilà. Je te présente Christophe Payet. Bonsoir Yvan. Enchanté. En fait, avec vous, on voulait revenir quand même sur la situation aujourd'hui, l'État islamique et des prises d'otages au Sahara. On a le sentiment d'une intensification récemment de l'activité de l'État islamique et puis des prises d'otages. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez nous dresser là un tableau de la situation? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Historiquement, l'État islamique n'était pas tellement dans le business des otages, en fait. C'était surtout la branche d'Al-Qaïda, donc de JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui s'adonnait à cette pratique et qui en tirait des revenus conséquents. Et au moment où le JNIM commence à se désengager un petit peu de cette activité, on voit que l'État islamique s'y met. Alors, avec d'autres cibles, hein, puisque les récentes prises d'otages ont lieu du côté d'Agadez et on frappait à chaque fois des femmes un peu isolées, non pas si isolées que ça, mais disons pas protégées par des organisations ou des employeurs internationaux qui pouvaient mettre en place des dispositifs de sécurité pour elles. C'était des personnes qui vivaient à Agadez, qui avaient fait leur vie et qui se retrouvaient de fait un petit peu vulnérables, d'autant que on n'imaginait pas nécessairement que Agadez serait ciblé. Donc ça c'est effectivement assez récent. Par la suite, il y a eu des preuves de vie qui ont été transmises. Donc on sait que l'État islamique est disposé à engager des discussions pour obtenir des concessions en vue d'une libération. On ne sait pas exactement quelles sont leurs revendications. Mais voilà, c'est une nouvelle donne qui n'était pas forcément très, très, très attendue, qui concerne des Occidentaux, et en l'occurrence des Occidentales. Mais de fait, il y a aussi des Marocains qui sont retenus par l'État islamique. Et si on regarde un peu plus loin dans le temps, il y a eu assez régulièrement de la part de l'État islamique des sortes de petits kidnappings, notamment de chauffeurs routiers. Donc c'est pas une tactique de guerre ou une méthode de guerre qui leur est totalement inconnue, mais disons que là tout récemment ça a fait un peu plus
gros titres parce que ce sont des femmes occidentales qui ont été ciblées, quoi. On sait que dans la région, il y a eu un certain nombre de coups d'État à répétition qui ont permis la mise en place de 3 juntes au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Comment ces nouveaux pouvoirs en place et ces juntes réagissent justement à cette question-là? Comment les autorités dans la région, quelle est leur réponse face à cette accrue d'essence de prise d'otages? Alors, les juntes, les régimes militaires ont fort à faire d'une manière générale avec les mouvements djihadistes. Et de fait, les otages, c'est, j'imagine, de leur point de vue, un élément dans une série de problèmes qui est beaucoup plus vaste, en fait. Donc, je suis pas persuadé, en l'occurrence, que leur priorité soit la libération de ces otages, compte tenu des autres défis auxquels ces régimes font face. Je parle de défis sécuritaires. Si on regarde le Niger, on a régulièrement des attaques qui font pas mal de victimes. On a eu des militaires nigériens qui ont été pris récemment, et on peut quand même imaginer que pour le Niger, ramener les soldats à la maison, c'est presque plus prioritaire que ramener des otages civils qui plus est occidentaux. Donc, ceci dit, les autorités n'ont pas été totalement inertes face aux récentes prises d'otages. Ce qui est assez étonnant, c'est que en fait, côté Niger, la sécurité, notamment d'une zone comme Agadez, a été confiée à des groupements qu'on pourrait appeler des groupements miliciens, en fait, souvent constitués d'anciens rebelles Touaregs des années 90 ou un peu plus tard des années 2007, lors de la dernière rébellion au Niger. Et ces groupements-là ont été un peu cooptés par l'État pour gérer un petit peu les vastes espaces qui entourent Agadez, de la Libye à l'est, à Tawa, jusque vers la frontière malienne à l'ouest. Et donc, ce sont ces groupements-là qui ont finalement été les plus sollicités immédiatement après les dernières prises d'otages, mais qui n'ont pas pu intervenir à temps, qui ont rapidement obtenu de l'information sur les directions qu'ont prises les preneurs d'otages avec leurs otages. Mais voilà, une fois que les otages sont côté malien, ça devient compliqué pour ces groupes qui ont des capacités opérationnelles limitées de lancer la prise, comment on appelle ça, la chasse aux ravisseurs. Et bon voilà, on a pu avoir de l'information, mais ces groupes-là, ces unités ont pas pu mener d'opération pour libérer les otages. Et donc ça, c'est en gros l'action concrète que les gouvernements, en l'occurrence le gouvernement du Niger, a prise, c'est-à-dire de mobiliser un petit peu ces unités-là, mais avec des résultats assez insatisfaisants. Par ailleurs, je ne saurais pas vous dire si des discussions ont déjà été entamées ou pas, hormis le fait qu'on a eu des preuves de vie et qu'on sait grosso modo que les otages vont à peu près bien compte tenu des circonstances. Voilà, on n'a pas d'éléments sur l'enclenchement de discussion. Mais c'est ce que je recherche, l'État islamique évidemment. Yvan, on parle beaucoup de l'influence russe au Sahara et au Sahel. On constate qu'il y a plein de nouvelles influences ou des influences qui étaient dormantes et qui se réveillent. On a vu qu'il y a des partenariats qui se créent entre l'Iran et le gouvernement actuel de la junte du Niger. On entend parler de la résurgence de l'influence turque, évidemment la présence chinoise, évidemment la présence, la rivalité Algérie-Maroc. Est-ce que tu peux nous faire un petit panel rapide de ce qui se passe en ce moment au Sahara en termes d'influence, parce que on a l'impression que c'est Burger King, quoi. Chacun vient prendre ce qu'il veut. Il y a une sorte de ruée sur le Sahara.
Donc les Français ont été dégagés ponctuellement. Et donc maintenant, il y a une sorte de ruée sur le Sahara. Monsieur du Dakar, vous avez quelque chose à dire ? Ouais, ponctuellement. Voilà, excuse-nous Yvan, on a un ancien du Dakar dans la salle, c'est assez pénible, mais bon. On reviendra. Voilà. Et j'entends pas ça. Non, il dit qu'on va revenir, tout ça, mais c'est pas grave. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les influences qu'il y a sur le Sahara en ce moment ? Alors, je sais pas si je vais être exhaustif, mais comme tu l'as dit, on sait qui est parti. Et ceux qui sont partis, c'est l'Union européenne en tant qu'Union européenne, parce que il faut se méfier avec l'Union européenne. C'est une collection d'États membres. Et ce qui est intéressant au niveau de l'Union européenne, c'est que l'entité multilatérale Union européenne a bouclé ses valises, mais il reste des États membres qui ont décidé de garder des relations diplomatiques plus ou moins ouvertes avec les États du Sahel. Et parmi ces pays-là de l'Union européenne, on peut compter l'Italie, qui a toujours eu une diplomatie assez attentive au Sahel, notamment pour des questions migratoires. On peut compter évidemment la Hongrie. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'échelle européenne, et en soi, ça déclenche beaucoup d'intérêt en sciences politiques, notamment pour voir comment la politique étrangère d'une créature comme l'Union européenne se fabrique avec des tensions permanentes entre les États membres et la difficulté à parler d'une seule voix, en fait. Donc il y a ce qu'on pourrait dire une sorte de bilatéralisation des relations entre les États du Sahel, leurs voisins immédiats et leurs voisins plus distants, ou voire des pays qui sont pas leurs voisins du tout. Donc ça, c'est une première observation un peu générale. Après, quant à savoir qui a pris la place de l'Union européenne, de la France, des Nations Unies, on hésite un petit peu. Il y a la Russie, tu l'as mentionné, et on sait que la Russie contribue de manière très concrète, très opérationnelle à la coopération sécuritaire avec les trois pays qui ont formé l'Alliance des États du Sahel. Mais à des degrés divers, parce que même si on regarde uniquement la relation de la Russie avec ces trois pays, on s'aperçoit que la Russie n'opère pas dans les trois pays de la même manière. Pour prendre le cas du Burkina, par exemple, on sait que la Russie déploie des gens costauds autour de Ibe Traoré, par exemple. Mais la Russie fait pas d'opération de contre-terrorisme à l'intérieur du pays. Ça, c'est le privilège ou le monopole de l'armée burkinabé, là où elle peut intervenir, et des volontaires pour la défense de la patrie. Donc, la solution sécuritaire du Burkina repose sur la Russie, mais pour protéger le régime, pas pour faire du contre-terrorisme, et pour aussi avoir de l'expertise en matière de renseignement, en matière de désinformation. African Initiative, qui est cette entité-là qui coordonne les campagnes de désinformation dans la région, est très bien représentée au Burkina. Au Mali, on sait que la Russie a déployé des mercenaires, donc qui, eux, font des opérations antiterroristes. Ils sont aussi présents à Bamako. Ils font aussi un petit peu de désinformation. Et pour ce qui est du Niger, la Russie a envoyé du matériel, mais il n'est pas si clair que la Russie ait déployé des soldats qui participent à des opérations, soit de protection du régime, soit de contre-terrorisme. On a plutôt l'impression que ce sont des gens qui aident l'armée nigérienne à utiliser le matériel. Ça, c'est pour la Russie. Rien que sur la Russie, on peut dire des choses assez nuancées, finalement, d'un pays à l'autre. Mais les autres pays, il faut prendre un petit peu de pincette pour savoir comment on analyse leur influence sur la zone. De fait, il y a de l'appétit de la part de tout un tas de nouveaux partenaires potentiels pour les pays du Sahel. Mais c'est assez intéressant de voir que les pays du Sahel sont aussi sélectifs dans leur partenariat. Ils sont demandeurs de partenariats sécuritaires ou économiques, mais bon, ils vont pas se jeter dans les bras de n'importe qui pour autant. Et tu mentionnais le cas de la Chine, par exemple. C'est hyper intéressant de voir
que la Chine, qui a des intérêts pétroliers très importants au Niger, se retrouve un petit peu le bec dans l'eau parce que il y a une tension diplomatique entre le Niger et le Bénin, que la Chine a investi dans le pétrole au Niger en espérant pouvoir écouler son pétrole par le Bénin. Or, le pipeline est pas encore opérationnel et ça n'empêche pas les autorités nigériennes de demander de plus en plus d'argent aux opérateurs chinois, voire de leur mettre la pression pour obtenir un maximum de cash, alors que l'exploitation pétrolière est toujours pas rentable. Donc, les États du Niger commettent aussi des espèces de ce qu'on pourrait appeler des bourdes un peu diplomatiques, c'est-à-dire ils pourraient finalement remplacer les partenaires qu'ils ont abandonnés par d'autres partenaires, mais voilà, ils sont agrippés sur leurs besoins de cash d'une part et leur aspiration à la souveraineté qui fait que bon finalement tout n'est pas très lisse dans la reconfiguration, la réorganisation de leurs partenariats internationaux. On pourrait prendre le cas de la Turquie. La Turquie, c'est un petit... Ouais, vous êtes là ? Oui, tout à fait. On vous écoute. Moi, j'avais une dernière question pour conclure un peu, parce qu'on va approcher de la fin de l'émission, puisqu'on parle beaucoup de la Russie. Un des points sur lequel je voulais avoir votre point de vue, c'est qu'un des points de crispation particulier dans le Sahara, c'est le Sahara occidental, évidemment, donc cette ancienne colonie espagnole en conflit avec le Maroc qui revendique sa souveraineté, le Maroc sur ce territoire-là, qui est un catalyseur entre autres de la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. La France, l'Union européenne ont récemment plutôt pris position pour la position de Rabat, d'une souveraineté marocaine sur le territoire. Et on a l'impression qu'avec la Russie qui entre en jeu dans la région, le Sahara occidental deviendrait une sorte de nouveau rideau de fer, finalement, entre l'Occident et la Russie et l'Est, finalement, que se cristallisent des tensions mondiales dans cette région-là du monde. Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste du Sahara occidental, mais je constate effectivement que depuis des années, la question du Sahara occidental empoisonne la vie des Sahéliens, notamment parce qu'elle est ultra clivante pour les Marocains et pour les Algériens, qui sont deux pays excessivement influents dans les trois pays du Sahel auxquels moi je m'intéresse plus spécifiquement. Et donc, alors, je ne saurais pas dire en quoi, par exemple, ce qui se passe concrètement au Sahara occidental a des conséquences pour le Sahel, par exemple en termes de trafic ou en termes de circulation des combattants. Je sais qu'il y a une époque, l'État islamique au Sahara, au Sahel, a compté dans ses rangs pas mal de combattants sahraouis et de combattants qui d'ailleurs étaient un petit peu déçus de l'efficacité du front Polisario. Donc il y avait des transferts de combattants. Le Sahara occidental occupait aussi un rôle important et doit occuper toujours un rôle important pour la question des trafics. Mais à une échelle géopolitique, moi, ce que je constate surtout, c'est que les tensions entre le Maroc et l'Algérie n'ont jamais été aussi vives et que le Sahel est un des terrains d'affrontement, disons, par procuration entre ces deux pays, puisque l'Algérie est très fâchée après le Mali qui a mis fin aux accords d'Alger. Il y a même eu un épisode où les Algériens ont abattu un drone malien qui circulait proche de sa frontière. Et les Marocains ont aussitôt profité de cet épisode-là pour voilà, prendre le contre-pied de l'Algérie et voir entretenir, ouvrir ou prolonger des relations avec le Mali qui a besoin d'assistance sécuritaire et aussi cherche à se désenclaver au plan économique. Et le Maroc a un plan pour désenclaver les pays du Sahel et leur donner un accès à la mer. Donc c'est paradoxal de voir que le Maroc, qui est plutôt pro-occidental et qui bénéficie du soutien occidental sur la question du Sahara, est en fait en train de faire du business avec les États du Sahel qui, eux, ont
mis un coup de pied aux fesses aux Occidentaux. Et peut-être que ça donne au Maroc un rôle assez important au plan stratégique, finalement, d'interface potentielle entre les États occidentaux et le Sahel. Mais tout ça pour dire que c'est difficile de faire des grandes généralités géopolitiques parce que entre voisins, on est capable aussi d'avoir tout un tas de politiques plus locales liées au fait que nos populations se baladent d'un côté ou de l'autre de la frontière, et ça force finalement les États à aller au-delà des questions de grandes alliances internationales et à développer, disons, des formes de diplomatie un petit peu plus locales. Et donc voilà, le Maroc, moi, me paraît finalement un petit peu entre deux eaux, et donc du coup peut-être ce côté rideau de fer un petit peu binaire, avec voilà, une différenciation nette entre ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre, me paraît peut-être un petit peu trop brutal, ou une manière trop schématique de représenter les choses. Effectivement, et d'ailleurs il faudrait pas se hasarder dans ce genre d'analyse, parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas allé sur le terrain, notamment grâce à une moto qui vous permet de rencontrer les populations autochtones. Moi je suis allé à Chinguetti, je vais vous dire, je suis allé à Attar, j'ai vu les bibliothèques millénaires, j'ai vu quand même, faut dire la vérité, ces gens-là, jusqu'à ce que, en gros, le Paris-Dakar passe par là, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Alors aujourd'hui, oui, il y a des histoires de poissons, mais bon, en gros, il y a des schèmes millénaires. Pardon. Oui. Attends, monsieur, non, mais, désolé Yvan. Et alors, désolé Yvan, parce c'est pas en réfléchissant à distance dans un think tank qu'on va qui vient en fait t'embêter. Je suis désolé. Yvan, tu nous entends? Est-ce que tu es allé à Chinguetti toi aussi en moto? Non, je ne suis pas allé à Chinguetti, mais ça me va, je suis prêt à écouter monsieur, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, un grand merci à toi, Yvan. C'est très sympa. Hein. C'est très sympa. Écoute, tu nous as fait un bon... J'aurais adoré être dans la salle. Bon, écoute, on va t'envoyer son 06 et puis vous continuez hors antenne. Absolument, on va continuer ensemble. Sur WhatsApp. Alors, il a tous les topos, voilà. Donc, je pense que c'est un bon contact. Toi qui aimes l'info sûre, je pense que on t'envoie notre invité mytho avec plaisir. Il a des sources à Marrakech, dit-il. Je transmets mon WhatsApp. Salut Yvan, un grand merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Ciao. Merci, on part avec un son de Mauritanie. معدني السادات
أبني المد أبني السن واسكك ناس أبني المد أبني السن واسكك ناس تدى الدنيا يدغيها ما ترها تدى الدنيا يدغيها ما ترها ترى تنيت فودا شعلان ترى تنيت فودا شعلان Moussa Albadé, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, ce soir en live dans Oulala Radio. Alors, on a l'immense honneur, immense, de recevoir l'un des plus grands spécialistes. Un expert. Un expert. Un Marc spécialiste. Moritz. Je vous demande tous les applaudissements. Marc Moritz. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Donc, je suis en train de chercher mes notes. Je sais plus du tout où on en est dans cette émission. Mais en tout cas, Marc Moritz, vous êtes donc un expert. Un spécialiste, un informé. Voilà. Donc, ce qu'on appelle un informé, un expert, un spécialiste. Et notamment... Je voulais peut-être faire un petit point d'abord, juste pour préciser qu'on a entendu plein de gens qui étaient vraiment spécialistes, très pointus sur leur sujet, mais qui manquait peut-être de hauteur de vue. Et c'est ça, le véritable expert, c'est c'est l'expertise. Voilà, l'expertise. L'expertise. Et on a l'occasion de vous voir régulièrement sur les plateaux télé où vous venez délivrer votre expertise de façon subtile et précise. On a pu vous voir récemment sur BFM, sur CNews, sur l'équipe TV aussi. Un don de soi, effectivement. Voilà. Sud Radio et beaucoup sur l'équipe TV. Et donc on voulait avec vous aborder un peu tout ce dont on a parlé finalement, avec en même temps ce regard précis, acéré de l'expert. Oui, et la hauteur. Oui. Et de la hauteur de vue, parce que c'est vrai qu'on était un peu au ras des pâquerettes jusqu'à présent, et donc apporter un peu de hauteur de vue. Donc notamment on a parlé de cette rivalité entre ces deux pays, l'Algérie et le Maroc. On va parler ensemble de ce classico, ce derby fratricide entre ces deux poids lourds du championnat finalement. On peut le dire, oui. Alors, il faut déjà préciser que, on parlait, la connaissance du terrain est importante. La question, c'est qui joue à domicile. On sait qu'en 2030, la Coupe du Monde aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc. Comme par hasard. Voilà. Vous voyez bien tout. Oui, déjà, n'en dites pas plus. Pas besoin de développer. N'en dites pas plus. Okay. Est-ce que c'est toujours une rencontre tendue et à haut risque ? Alors, c'est toujours tendu, c'est toujours à haut risque, c'est toujours un grand match pour les deux équipes, pour leurs supporters, mais aussi pour le monde entier qui regarde. Bien sûr. Les seules choses, on a des considérations tactiques, on y reviendra peut-être. On y reviendra plus tard. Oui. On y reviendra plus tard. Voilà. La seule chose finalement qui rassemble les deux équipes, c'est ce cri que peuvent avoir les joueurs et les dirigeants qui est au chiotte l'arbitre.
Et c'est la ferveur des deux côtés et la même en tribune finalement. La même en tribune et finalement, des deux côtés, on veut gagner. Le match nul est interdit. Et en même temps, est-ce qu'on veut gagner ? C'est-à-dire que j'ai l'impression, mais après, je veux pas rentrer dans les considérations géopolitiques de comptoir, mais j'ai l'impression que finalement, c'est pas tant la gagne qu'on cherche, c'est pas le score final qui compte, mais c'est d'occuper le terrain, c'est de conserver le ballon. Alors, on est d'accord qu'on a clairement, d'un côté, un jeu d'occupation. De l'autre, on joue tellement la défense qu'on en a créé un ministère. Et après, C'est très bien dit, Voilà. Après, la question, c'est effectivement jouer la ligne, se démarquer. Et cette grande question, mais j'y reviendrai pas parce que tout le monde la connaît, mais qui joue sur l'ensemble finalement, qui jouera sur l'ensemble du football mondial, qui est cette question de à qui appartient le poteau de corner. Et en même temps, on parle de football. Non, on parle de rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Non, voilà. Et avec un petit peu de hauteur de vue, un petit peu d'expertise fine, un petit peu d'analyse de terrain. Et puisqu'on parle de terrain, on a vu de belles combinaisons. Mais trop souvent, j'ai l'impression que les coups bas, les tacles glissés, l'esprit de compétition et revanchard l'emportent sur l'esprit de fair play dans cette rivalité qui... où on se demande si on est encore dans la rivalité ou dans un esprit un peu plus que ça, vous voulez dire. Un peu plus que ça. Alors, le fair play se perd. Et pas seulement au Maroc et en Algérie. Alors, les tacles glissés, pour ceux qui connaissent vraiment le terrain, ça n'est pas si simple. On glisse pas très loin. Ça manque d'humidité. Voilà. Et ça manque aussi d'humilité des deux côtés. Je ne vous le fais pas dire. Vous faites des jeux de mots sur le thé, c'est votre genre de faire des jeux de mots sur le thé. Le thé, c'est au squash. Humilité, tout ça. Enfin, avec le Sahara, je veux dire, le thé. Prendre le thé, vous voulez dire? Ouais. Non, parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas dit. C'est qu'au Dakar en 2008, en fait, comme on ne pouvait pas traverser le Niger parce qu'il y avait des gars qui faisaient des révoltes et des rébellions, on a dû prendre des Antonov russes pour aller jusqu'en Libye. Alors on a mis tous les camions, on a mis toutes les motos, on a mis toutes les bagnoles, d'accord ? On a traversé le désert qui était... Attendez, parce qu'il y a un truc, c'est que on est arrivé en Libye comme ça a coûté 4,5 millions de dollars. Et où est-ce qu'ils sont passés ces millions? Alors moi je crois qu'on sait. S'il vous plaît messieurs, j'aimerais recentrer le débat. J'aimerais recentrer le débat parce que j'ai l'impression qu'on s'égare. Et donc j'aurai une dernière question parce qu'on va approcher de la fin. Le temps nous est imparti. Le temps nous est imparti. Excusez-moi. N'importe où. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec Kadhafi? S'il vous plaît. Le temps nous est imparti. On va approcher de la fin de cette émission. Donc pour conclure, j'aimerais savoir, Marc, vous qui êtes un expert, qui a pris l'avantage d'aujourd'hui dans le jeu et est-ce qu'on peut espérer un dénouement d'ici le coup de sifflet final, finalement? La question, évidemment, est beaucoup plus compliquée que ça. Y aura-t-il un coup de sifflet final? Y a-t-il une solution? Je n'ose pas dire. Je n'ose pas non, donner ne le dites pas. Y a-t-il une solution? Écoutez, un changement d'arbitre est envisagé. Un changement de spectateur aussi. Écoutez, un changement de ligne est envisagé, d'un côté comme de l'autre. Je ne peux pas en dire plus. Merci Marc Moritz pour votre partage d'expertise. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Marc Moritz, expert, spécialiste, avec qui nous avons pu donc partager. Merci d'avoir partagé votre expertise. On va approcher de la fin de cette émission de Oulala la radio, Arnaud. Écoutez, je suis ravi qu'on ait pris de la hauteur avec cette dernière intervenance qui était quand même parce qu'il y a manqué. Non mais il fallait à un moment donné élever le débat. Peu, level quoi. On remercie tout simplement toute l'équipe du 61, Simon de Creuse, Mohamed Agha-Sherif, Kidjate Moussa Al-Badé, Mohamed Dussara, Andy Morgan, Yvan Guichawa, Marc Moritz, aka Bertrand Guillot, lisez son abolition des privilèges. On remercie pas Jean-Loup Martinez, cassez-vous, merci. Aka Laurent Védrine. Et on termine en musique avec Moussa. Merci à tous d'être là. Vous pouvez poser des questions
C'était censé être en direct. Simon, c'était en direct ou pas? Ça sera en faux direct. Et ben c'est magnifique. C'est de la radio comme on l'aime. Merci à tous. Merci à Moussa. Et merci à Corey, voilà, batteur de Bambino. Vous pouvez le voir bientôt au New Morning, dans quelques semaines au New Morning avec Bambino. Merci, merci à tous. Merci Christophe. Merci à toi. Merci Simon. Ouh là là.